C'est celui-là, ça marche jamais. Merci Eric. Mesdames et messieurs, bonjour. La Chine fascine et la Chine dérange. Elle fascine tout d'abord par sa croissance économique fabuleuse et son potentiel de développement sans égal. Elle fascine également par sa culture millénaire. Et elle dérange pour les mêmes raisons, mais surtout parce que, comme Européens, nous avons du mal à saisir tout le périmètre de la pensée chinoise et à interpréter dans notre cadre de pensée des décisions et des événements qui interviennent en Chine. Pour nous y aider aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un des plus grands spécialistes de la pensée chinoise. François Julien est philosophe et sinologue, professeur à l'Université Paris 7 Denis Diderot, directeur de l'Institut de la pensée contemporaine et membre senior de l'Institut universitaire de France. La plus grande partie de son œuvre a été consacrée à décrypter le mode de pensée à la chinoise et à le mettre en vis-à-vis avec notre propre mode de pensée. Maintenant, nous vous proposons en préliminaire à ce colloque d'investir le domaine de la philosophie pour penser comment concevoir l'efficacité aujourd'hui dans les entreprises chinoises et européennes. Cette présentation s'intitule « Orient-Occident, deux façons d'envisager l'efficacité » et elle devrait nous éclairer pour la suite de ce colloque. Le propos de M. Julien sera illustré d'exemples historiques tirés de la Chine contemporaine et il nous donnera des pistes de réflexion pour aborder l'efficacité dans les entreprises occidentales. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. François Julien. Bonjour et merci à Centrale Marseille de son invitation. Je vais essayer en peu de temps d'évoquer ce qui peut faire écart et donc faire réfléchir entre la pensée chinoise et la pensée européenne. Je partirai simplement d'un constat, celui de l'extériorité de la Chine par rapport à l'Europe. Extériorité qui est celle d'abord de la langue. Vous le savez, la langue chinoise n'appartient pas au grand ensemble indo-européen. L'Inde y appartient, la Chine non. Extériorité donc de la langue, extériorité de l'histoire, puisqu'il faut attendre une époque relativement récente, c'est-à-dire le milieu du XVIe siècle, pour que les deux mondes commencent à se rencontrer. En même temps, nous savons tous, la civilisation chinoise est une civilisation développée, textualisée, commentée, bref, tout à fait comparable dans son développement à la civilisation européenne. J'aime citer cette formule de Pascal par la force qui est la sienne quand il dit, dans les pensées, lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine? Je trouve la formule forte, forte à la fois par sa forme d'alternative, ceci ou cela, et puis parce que cette alternative, en même temps, est bancale. D'un côté, Moïse, c'est-à-dire figure de l'aventure religieuse européenne, celle qui nous a formés, celle du monothéisme, celle des commandements, et en face, non pas Confucius ou Lao Tzu, mais la Chine. La Chine, espace de pensée dont Pascal, comme ses contemporains d'ailleurs, ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il voit bien quelle contestation elle produit vis-à-vis de la pensée européenne. Lequel est le plus croyable des deux, avec ce que le mot croyable a d'essentiel au XVIIe siècle, Moïse ou la Chine. Alors on dit souvent, la pensée chinoise ou la Chine, c'est si différent. C'est différent parce que c'est distant. Je vous dirais plutôt, au départ, c'est indifférent. C'est-à-dire que nous avons une pensée chinoise qui s'est développée indépendamment de nous, indifféremment à nous. Pour parler de différence, il faudrait déjà que je dispose d'une page où je puisse ranger à droite, à gauche, East and West, la Chine et l'Europe. Or, cette page-là n'est pas donnée, compte tenu de l'extériorité de la Chine par rapport à la tradition européenne. Donc je dirais plutôt indifférent, c'est cette difficulté-là que nous avons à traverser quand nous voulons aborder la pensée chinoise. C'est pas franchir cette indifférence, c'est-à-dire faire que les questions que l'on va se poser de part et d'autre commencent à se tourner l'une vers l'autre et à se dévisager, à se réfléchir. Au fond, je crois que aborder la pensée chinoise nous oblige à faire deux choses. D'une part, à éprouver ce que peut être un dépaysement de la pensée,
quand on quitte l'Europe et ses vieux parapets, n'est-ce pas, et qu'on débarque en Chine? Qu'est-ce qui arrive à la pensée quand on quitte non seulement nos grandes questions philosophiques, mais quand on quitte aussi la langue qui les articulait? Et en même temps, que ce dépaysement, entrer dans la pensée chinoise, nous invite à nous réfléchir nous-mêmes, c'est-à-dire à revenir sur les partis pris de notre propre pensée pour les réexaminer, pour les ressonder, c'est-à-dire nous conduit à faire réapparaître les choix implicites, les partis pris enfouis de notre pensée que le dehors chinois nous fait redécouvrir, ce qui se véhicule à titre d'évidence dans notre pensée et que par là même nous ne pensons plus. Donc je crois que c'est à cela que nous invite la pensée chinoise, dans ce mouvement d'aller et retour. Et cela nous permet, je crois, de poursuivre ce qui a été le grand développement de la philosophie européenne au XXe siècle, qu'on a qualifié de façon globale comme étant une pensée de la déconstruction. Simplement, la déconstruction de la philosophie s'est faite jusqu'ici du dedans. Et vous savez très bien que quand on a pris du recul, pour prendre du recul, à l'égard de la métaphysique grecque, quelque part, on se réadosse à la tradition hébraïque. C'est ce grand mouvement-là qui a fait l'Europe, n'est-ce pas? De balancier entre, vous savez, chez nos grands philosophes du XIXe siècle, chez Hegel, chez Nietzsche, chez Kierkegaard, c'est ce mouvement de balancier entre Athènes et Jérusalem, entre le bonheur grec et la conscience malheureuse, entre, chez Hegel, ou entre les figures de le juif, le grec, Socrate face à Abraham, etc. Et je crois que justement, passer en Chine, c'est prendre du recul avec cette double source qui nous a formés et entendre d'autres paroles de l'origine, de façon même à nous réinterroger. Alors, comme vous avez le souci de la gestion et de l'efficacité, il me revient d'évoquer un écart de pensée entre la Chine et l'Europe sur la question de la stratégie, de l'efficacité, que je présenterai rapidement sous deux notions. Celle de modélisation d'une part, telle que la tradition européenne nous y a beaucoup formés, et celle de maturation de l'autre, telle que j'essaierai de la concevoir à partir de la pensée chinoise. Donc, modélisation ou maturation, c'est ainsi que j'aborderai la question de l'efficacité et de la stratégie. Modélisation, parce qu'effectivement, si on se tourne du côté grec, on voit bien que la pensée grecque a conçu l'efficacité en termes de modèle. C'est-à-dire, pour être efficace, qu'est-ce que je fais? Je trace une forme idéale, un modèle, un plan que je pose comme but, et ensuite je m'investis pour faire entrer cette forme modèle dans la réalité. Avec ce que ce faire entrer implique de pression, de forçage. Il faut que la modélisation puisse entrer et s'appliquer dans le tissu des choses. Avec ce couplage de deux facultés qui nous sont familières, l'entendement qui, comme dit Platon, conçoit en vue du meilleur, donc l'optimum, et puis la volonté qui va s'investir pour faire entrer ce meilleur dans la réalité. Ce qui a conduit à ce couplage qui nous est si familier qu'on ne songe plus vraiment à l'interroger, qui est celui de la théorie et de la pratique. La forme idéale en théorie et la réalisation pratique. C'est ce qu'on fait déjà en stratégie quand le chef de guerre construit un plan de guerre avant d'engager le combat, avant même d'engager les opérations. C'est ce qu'on fait couramment dans le domaine économique quand on trace une courbe de croissance. On trace un optimum, n'est-ce pas, qu'ensuite il faudra essayer de mettre en œuvre et de réaliser. Ou plus communément dans notre vie, qui est d'abord politique, une constitution. Une constitution, c'est une forme idéale. Même un programme électoral, ça l'est encore un peu. Donc, en tout cas, nous sommes dans cette séparation-là, avec la crainte d'une déperdition de la théorie à la pratique, du modèle à sa réalisation. Alors, est-ce que toute la pensée grecque se limite à ça? Non. Il y avait notamment dans la Grèce archaïque une notion intéressante, parce qu'on ne sait plus vraiment comment la traduire aujourd'hui, celle de métis, la Grèce archaïque. Donc, avant le développement de la philosophie, comment traduire métis aujourd'hui en français? On peut le traduire par le langage familier, mais pas par le langage notionnel. On traduira le flair, comme on dit le flair en affaires. Le flair, ce n'est pas modéliser puis appliquer. Le flair, c'est voir qu'est-ce qui peut être profitable, le sentir dans la situation et, disons, essayer d'en profiter. Mais cette notion de métis, on l'a traduit par intelligence rusée, mais ce n'est pas de la ruse au sens psychologique, c'est cette capacité de tirer parti de la situation.
d'exploiter ces, facteurs favorables. Comme on dit en français, n'est-ce pas, c'est porteur. On dit c'est porteur, on parle d'un marché porteur, on parle de facteur porteur. Porteur, ça signifie justement que toute l'initiative ne vient pas de moi sujet concevant et voulant, mais qu'il y a à même la situation des facteurs favorables, porteurs, qui, si je sais les détecter, pourront justement me porter et m'aider à réussir. Je crois qu'il y a une image qui le dit encore dans notre langage familier, quand on dit surfer. Surfer, ce n'est pas modéliser puis appliquer, surfer, c'est voir d'où vient la vague et voir comment l'épouser pour se laisser porter par elle et finalement pour aboutir. Bref, je crois qu'il y avait cette notion dans la Grèce archaïque, illustrée par la grande figure d'Ulysse. Ulysse aux 1000 tours, Polytropos. Ulysse n'est pas quelqu'un qui modélise, Ulysse est quelqu'un qui sait surfer, 10 ans, n'est-ce pas, sur la mer. Mais cette pensée-là, nous ne l'avons pas développée parce qu'une autre pensée a prévalu, qui est celle qu'a élaboré la philosophie, qui est celle de la modélisation. La forme modèle, paradigme, celle qu'a élaboré la tradition platonicienne et la philosophie par la suite. Alors, la question qui se pose, je crois, est la suivante, et en faisant écho à ce que nous avons entendu de Jean-Pierre Raffarin à l'instant. Si l'on veut comprendre pourquoi la civilisation européenne, si on met en regard la civilisation européenne et la civilisation chinoise, on voit que jusqu'au XIVe, XVe, voire XVIe siècle, la Chine est aussi développée techniquement, voire plus développée techniquement que l'Europe. Pensez à la poudre, au jonc, à la boussole, pensez à l'hydraulique chinoise, etc. Qu'est-ce qui fait que, soudain, dans l'histoire des civilisations, une sorte de déphasage s'est produit et que l'histoire des sciences, qui s'est développée un peu partout dans le monde, en Inde, en Grèce, mais aussi en terre d'islam et aussi en Chine, se trouve à un moment se concentrer dans la seule Europe. Et ce moment, c'est le début du XVIIe siècle. C'est le moment, je dirais, galiléen. Si bien que l'histoire de la science se concentre entre de Florence ou de Pise de Galilée à Descartes, à Newton, bref, dans ce petit segment d'Europe. Mais je crois justement que c'est grâce à la force de la modélisation. Et de ce qui a été pour nous le modèle du modèle, à savoir la mathématisation. Je crois que c'est ça qui a fait la force de l'Europe, qui a permis d'inventer une nouvelle science, la physique classique, la physique causaliste, mécaniste, bref, celle que nous développons, mais que nous avons développée justement à partir de la fécondité du modèle. Pensez à ce qu'écrit Galilée dans l'Essayeur. Dieu a écrit le monde en figure de géométrie, et si j'apprends la géométrie, je saurai lire le grand livre du monde. Et donc devenir, comme dit Descartes, n'est-ce pas, maître et possesseur de la nature. Bref, cet héroïsme européen s'est fondé sur la fécondité de la modélisation. La question que je voudrais donc poser ce matin, et très brièvement, c'est est-ce que ce qui a été si fécond dans le domaine de la science et de son application à la nature, donc des mathématiques à la physique, vaut tout autant dans le domaine de la stratégie et de l'efficacité? Autrement dit, est-ce que ce qui n'est pas modélisable serait pour autant incohérent? C'est la question que je voudrais poser, et pour essayer d'y répondre, mais hâtivement, je me tournerai vers les arts de la guerre de la Chine ancienne. Vous savez qu'ils sont très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde a son Sun Tzu en poche, souvent dans une très mauvaise traduction, je vous mets en garde, pour justement aborder une littérature dont nous n'avons pas l'équivalent en Europe, puisque en Grèce classique ou à Rome, vous avez des traités de guerre de siège, des traités de tactique, là encore c'est la géométrie qui domine, des traités de polyesthétique, et puis des récits de bataille. Mais nous n'avons pas vraiment de littérature stratégique, en tout cas comparable à celle que nous trouvons du côté chinois. Or, à partir de quoi, sur quoi s'ouvrent les traités d'art de la guerre en Chine? Eh bien, non pas sur le rapport de la modélisation et de son application, mais sur les notions de, je traduirai, par situation, configuration, terrain, xing en chinois. Et puis, ce que je traduirai par potentiel de situation, shi. Dans cette notion de potentiel de situation, je récupère justement ce que j'évoquais précédemment à titre de facteur porteur, de capacité à surfer, c'est-à-dire que toute situation est vue comme étant un potentiel. Et au lieu donc de commencer par concevoir un idéal et ensuite le projeter sur la situation, il s'agit plutôt de détecter ce qui, dans la situation, peut être favorable, peut être fécond, peut être porteur, de façon à pouvoir l'exploiter
en tirer profit pour réussir. Ce qui m'importe, c'est que, vous savez, on a dans la physique classique un théorème du potentiel de situation. On vous dit, si vous accumulez de l'eau en haut d'une pente, en fonction de la masse d'eau accumulée et de l'inclinaison de la pente sous elle, vous pouvez calculer la force avec laquelle l'eau va dévaler. Eh bien, on a exactement la même image dans le Sun Tzu. On vous dit, le bon stratège, c'est quelqu'un qui gère ses troupes et qui gère la situation de façon à avoir toujours une pente sous lui. Être un bon stratège, c'est trouver de la pente. Trouver de la pente de façon à pouvoir faire dévaler ses effets. L'intérêt, à mon sens, c'est que les chiens ont poussé ça très loin. Et notamment au point de dire, je cite le Sun Tzu, « Courage et lâcheté sont un effet de potentiel de situation. » Alors que nous aurions plutôt tendance, nous, Européens, à considérer le courage ou la lâcheté comme une vertu ou un défaut du sujet. Je suis lâche ou courageux. Les gens nous disent, enfin les anciens stratégistes nous disent, non, courage et lâcheté, c'est un effet de situation. C'est la situation qui vous rend lâche ou courageux. Et au général, on ne demande pas de faire comme on fait en Grèce, à savoir un beau discours aux troupes pour les enhardir, pour leur donner du courage. Mais ce qu'on dit dans le Sun Tzu, à savoir, faites entrer vos troupes loin en territoire ennemi, coupez-leur toute voie de repli, vous les bloquez dans une nécessité de courage. On dit dans le Sun Tzu, faire monter haut et puis vous enlevez l'échelle. Vous bloquez, vous acculez dans une position de courage. C'est la situation qui rend courageux. Je crois que ça a été réfléchir parce que, vous voyez, cela met en cause d'abord notre conception du sujet, du moi-sujet. Et puis cela nous conduit plus loin, parce que cela conduit à remettre en question ce qui est sous-entendu dans le rapport modélisation-application tel que la pensée grecque nous l'a, disons, appris, qui est de sortir du rapport moyen-fin. Parce que je crois que nous avons conçu l'efficacité en Europe, en termes donc de forme modèle, de plan posé comme but, comme fin, et ensuite, à nous de trouver les moyens qui conduisent le plus directement à la fin visée. C'est comme ça que Clausewitz conçoit l'efficacité. Il nous dit que l'efficacité, c'est trouver les moyens les plus directs pour atteindre la fin visée. Donc on est dans ce rapport moyen-fin. Or, et je crois d'ailleurs que c'est toute la pensée grecque qui s'est moulée dans cette notion de moyen et de fin, avec cette importance de la fin, telos, n'est-ce pas, comme étant ce à quoi tout aboutit et ce qui donc, dès le départ, conduit le développement des choses. Et ce que nous dit Clausewitz lui-même, n'est-ce pas, à la guerre, tout engagement est le moyen d'une fin qui est la bataille. La bataille est le moyen d'une fin qui est la victoire. La victoire elle-même est le moyen d'une fin qui est une fin politique. Et donc on a une sorte de construction pyramidale, une sorte d'architectonique des fins, où tout niveau est à la fois la fin du niveau inférieur et le moyen du niveau supérieur. On a la même construction dans le domaine de l'éthique. Prenez Aristote. Eh bien, toutes nos activités, dit Aristote, sont conduites par des fins qui sont des fins secondes. Par exemple, nous dit Aristote, quand je me promène, c'est pour la santé. Il y a toujours un pour, n'est-ce pas, un en vue de qui conduit l'action. Donc toutes nos actions, toutes nos activités sont conduites par des fins qui tendent à d'autres fins qu'elles-mêmes, qui elles-mêmes tendent à d'autres fins, jusqu'à aboutir à une fin suprême, une fin qui n'a pas d'autre fin qu'elle-même, une fin dernière, et cette fin dernière, les Grecs l'ont appelée le bonheur. Donc nous avons la logique qui nous vient des Grecs, est une logique téléologique, c'est-à-dire construite dans cette idée d'une fin qui conduit, qui attire à elle le développement des choses. Or, si vous regardez les textes de stratégie chinois, vous ne trouvez pas ce rapport de moyen à fin, mais plutôt celui de condition à conséquence. Au fond, être un bon stratège, c'est aménager des conditions en amont telles que l'effet ensuite découle tout seul en aval. L'effet soit donc comme accouché par la situation. Donc aménager en amont des conditions telles que l'effet ensuite découle de lui-même, sans même qu'on se rende compte, en aval. On vous dit ainsi, l'ennemi arrive reposé, commencez par le fatiguer. L'ennemi arrive rassasié, commencez par l'affamer. L'ennemi arrive uni, commencez par le désunir. C'est-à-dire, au fond, aménager progressivement des conditions telles que, ensuite, quand vous rencontrez l'adversaire, il est déjà défait, il est déjà décontenancé, donc il tombe tout seul. D'où cette phrase très forte dans le Sun Tzu où il est dit, et qui fait vraiment écart
par rapport à notre tradition de réflexion sur la guerre, y compris chez Clausewitz, vous savez bien que du côté européen, on a fait une sorte de grand trou dans notre rationalité, plutôt deux trous dans notre rationalité de la stratégie. L'un, c'est ce qu'on appelle le coup de génie. Et le coup de génie, c'est quoi? C'est qu'on laisse tomber tous les plans dressés d'avance, parce qu'on voit qu'ils ne correspondent plus à la situation qui émerge. Et donc, il faut réagir à vif à ce qui surgit des circonstances pour s'y adapter. Le coup de génie, avec ce coup fait trou, n'est-ce pas, dans notre pensée, la stratégie. Et puis, d'autre côté, ce qu'on appelle d'un terme forcément vague, parce que la chose est vague, le destin, les dieux, la chance, la fortune, Dieu avec nous, n'est-ce pas? Ce qu'on trouve à travers toute la tradition de réflexion sur la guerre. Comme nous dit Clausewitz, la guerre à la fin des fins, eh bien, c'est toujours un jeu de cartes. Alors qu'il est dit dans le Sun Tzu, à la guerre, cette phrase que je trouve très forte, n'est-ce pas? À la guerre, cela ne dévie pas. La guerre, ça ne dévie jamais, puisque la guerre, c'est toujours la résultante du potentiel de situation. Et donc, vous, stratèges, vous n'avez qu'à faire qu'une chose, c'est faire en sorte de faire croître, à titre de condition, en amont, ce potentiel de situation, et vous n'abordez l'adversaire que quand le potentiel a basculé de votre côté, que l'ennemi est déjà défait, qu'il ne vous résiste donc pas, et que vous gagnez à coup sûr. Ce qui conduit à ces phrases qui sont marquantes dans le texte du Sun Tzu, quand il est dit « Les troupes victorieuses sont les troupes qui ont vaincu avant d'engager le combat. Les troupes vaincues sont des troupes qui ne cherchent la victoire qu'au moment du combat. » Tout se passe donc en amont, tout se passe donc au niveau des conditions. La bataille n'est qu'un résultat. Ce n'est pas une rencontre, c'est un résultat. Ou encore cette autre formule, qui je crois vaudrait aussi dans le monde des affaires, quand il est dit « Du grand général, il n'y a rien à louer, ni grande sagacité, ni grand courage. » Je crois que ça vaut dans le monde des affaires, ça vaudrait aussi peut-être dans le monde politique. Du grand général, il n'y a rien à louer. Pourquoi? Pourquoi ni grande sagacité, ni grand courage? La grande sagacité qui serait celle du plan de guerre. Le grand courage qui serait celle justement de la volonté du général qui irait devant ses troupes, n'est-ce pas? Suivez mon panache blanc. Non, du grand général, on ne dit pas qu'il n'y a pas de grand général, on dit mais du grand général, il n'y a rien à louer. C'est-à-dire que les généraux qu'on pense à louer sont de piètres généraux, ceux à qui on dresse des statues. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez si bien fait advenir ce potentiel de situation, si vous avez si bien capitalisé en termes de facteurs porteurs, en termes de ce qui est favorable, eh bien, quand vous abordez l'ennemi, il est déjà défait. Donc vous rapportez une victoire que personne ne songe à célébrer. On va dire, c'était facile, c'était joué d'avance, c'était déjà gagné. Ça, c'est la grande stratégie. Une stratégie, donc, qui ne se voit pas. Et voyez à quel point elle dérange notre attente de spectaculaire, voire de théâtral, que nous avons, nous, lié à, disons, au théâtre de la guerre. Je dis que ça pourrait être valeur aussi dans le monde de l'économie. Vous voyez, les grands stratèges de l'économie à qui on dresse des statuts, et puis 3 ans plus tard, ou même avant, eh bien, ils ont fait faillite, ou ils ont disparu, alors qu'il y a des entreprises, on le sait bien, qui croissent comme ça, discrètement, en faisant comme ça, en amplifiant leur potentiel de situation, et ça vient tout seul, n'est-ce pas, sans qu'il y ait rien de saillant, de remarquable, bref, qui puisse, disons, être célébré. Alors, évidemment, il y a quelque chose de frustrant pour nous. C'est en termes de gloire du sujet. C'est qu'évidemment, si vous réussissez si bien qu'on ne le voit pas, quelque part, évidemment, c'est frustrant. D'où l'autre thème, formule forte aussi dans le Sun Tzu, n'est-ce pas, quand on dit, et ça c'est logique, voyez comment tout cela est cohérent, que le grand général remporte des victoires faciles. Alors qu'on sait, par tout ce qu'on a lu dans les traités de stratégie occidentaux, que l'efficacité est proportionnelle à la difficulté rencontrée. C'est ce que nous dit par exemple Clausewitz à propos de l'effet de surprise. Plus l'effet a été difficilement obtenu, plus il est efficace. Ce qui signifie pour nous que la facilité et l'efficacité sont inversement proportionnelles. Je vais vous dire, pas du tout. Pas du tout. La grande stratégie, c'est de faire que ce soit toujours dans la facilité. De façon à ce que, et pour cela, il faut qu'il y ait du processus, vous aménagez les conditions en amont de façon favorable, et vous ne commencez à engager les opérations que quand vous avez déjà gagné. Donc, que cela paraît découler de source. Je voyais que cela dérange notre conception de l'efficacité. Donc, j'ai dit du côté européen, modélisation-application, rapport moyen-fin,
Et je mettrai encore du côté européen ce terme inévitable, l'action. Comme quand on dit un homme d'action. Théorie, pratique. Pratique, c'est faire. Pratein en grec, il faut faire, il faut accomplir. Non seulement l'entendement, mais aussi la volonté. Et vous savez que quand on regarde un peu l'histoire des cultures, on voit que toutes les situations commencent en gros par la même littérature, qui est celle de l'épopée. L'épopée, c'est quoi? C'est le récit des grandes actions. Vous en avez en Inde, vous en avez en Grèce, vous en avez dans les pays scandinaves, vous en avez au Japon. Vous en avez aussi la France avant la France, les chansons de geste, n'est-ce pas? Roland à Roncevaux, ça c'est de l'action. Et ça se voit. Or, vous savez que la Chine, c'est une grande culture qui n'a pas d'épopée. Il y a tardivement du roman, mais souvent d'ailleurs, l'influence étrangère. Pas d'épopée, non pas qu'on l'ait perdue, parce qu'elle n'a pas été conçue. Cela nous fait réfléchir justement sur ce qui peut être la source de l'efficacité. Si ce n'est plus l'action qui est répondant au plan, si ce n'est plus elle qui est porteuse d'efficacité. Une anecdote que j'aime à reprendre à cet égard, c'est celle qu'on lit dans le Mencius. Oui, je me promène un peu dans les références chinoises. Dans le Mencius, qui évoque cette situation d'un paysan qui rentre le soir chez lui et qui dit à ses enfants « Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai tiré sur les pousses de mon champ. Je veux que ça pousse, je tire sur les pousses. » Évidemment, c'est fatigant. Et quand les enfants, le soir, vont voir le champ, tout est desséché. Mencius nous dit, voilà, il y a deux choses à ne pas faire. L'une, qui est, je veux que ça pousse, je tire sur la pousse. C'est-à-dire que je veux, en fait, et je force la situation. Puisque la poussée de la plante, elle est dans la situation. C'est un potentiel de situation. C'est la graine qui est dans la terre et qui ne demande qu'à pousser. Évidemment, si je tire sur la pousse, par mon désir, par mon plan, par mon projet, je force la poussée, et donc, évidemment, je produis du contre-effet. L'autre attitude, ce serait de rester au bord du champ et de regarder pousser. J'attends que ça pousse. Mencius nous dit, il ne faut faire ni l'un ni l'autre. Ni forcer la poussée, en tirant sur les pousses, en tirant directement sur les pousses, comme dit Mencius, ni non plus regarder passivement pousser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que tout paysan sait. Il faut biner, il faut sarcler au pied de la pousse. Tous les jours, un petit coup de bêche qui fait que le potentiel de situation de la poussée soit favorisé. Vous savez que sans faire d'anthropologie sommaire, si on met un peu en contraste les grandes cultures, on voit bien qu'il y a des cultures nomades et des cultures d'agriculteurs. Eh bien, les nomades, ils sont sur les confins en Chine. Ils sont du côté à l'ouest, n'est-ce pas, turbulents souvent, mais toujours, et donc tentés d'aller dans la plaine chinoise, mais grâce au potentiel de la situation chinoise, prêts à se laisser siniser. Mais la Chine n'est pas un pays de nomades, pas un pays d'éleveurs, ce qui pour nous renvoie au contexte hébraïque, celui du troupeau, du pasteur qui conduit son troupeau, qui le conduit quelque part vers un but, une terre promise, qui parle à son troupeau aussi. Non, la Chine n'est pas dans ce contexte-là, pas dans le contexte du pasteur, du troupeau, mais dans le contexte de l'agriculteur, la poussée de la plante. La Chine n'a cessé de penser ce qu'était la poussée de la plante, qui est bien sûr une transformation silencieuse. Et puisque vous avez eu la bonne idée de mettre ça en titre à cette rencontre, eh bien oui, la transformation silencieuse, c'est bien ce que fait la nature continuellement. Elle ne fait que ça. On ne voit pas le blé pousser, mais on voit quand il est mûr et qu'il faut le couper. Je dirais qu'aujourd'hui, le moment chinois, c'est justement, le potentiel de situation devient visible, n'est-ce pas? Et on voit que quelque chose est mûr en Chine. Alors je crois qu'il y a là quelque chose qui nous fait réfléchir parce que on peut opposer ainsi action et transformation. L'action est toujours locale et momentanée, même si le moment dure longtemps, et elle renvoie à un sujet d'action, qui peut être pluriel. Donc l'action se voit. On voit les hommes agir. C'est pour ça qu'on peut en faire un récit, une épopée. La transformation, à l'inverse, n'est pas locale, mais toujours globale. C'est l'ensemble qui se transforme. En même temps, la transformation se fait toujours dans la durée. Il faut un déroulement, une progression. Et en même temps, la transformation, elle est toujours dans un rapport de facteurs entre eux. Donc la transformation ne se voit pas. C'est pour ça qu'on a dit silencieuse. Elle ne se voit pas, on ne voit pas le blé mûrir, mais on voit quand il est mûr et qu'il faut le couper. Et je crois que notre raison européenne est assez malhabile ou maladroite à cerner les transformations silencieuses. Vous voyez par exemple le réchauffement climatique. C'est à l'évidence une transformation silencieuse. Parce que c'est global, parce que c'est dans la durée,
parce que ça met en relation une infinité de facteurs, parce que ça ne se voit pas, mais qu'on voit les résultats. On voit que 5 ans plus tard, les glaciers ont fondu, ou disons qu'il fait plus chaud. Mais qu'est-ce que c'est que le relief, si ce n'est une transformation silencieuse? Qu'est-ce que c'est que vieillir, si c'est une transformation silencieuse? C'est pas? Parce que c'est tout de nous qui vieillit. Et comme c'est tout, ça ne se voit pas. Parce que c'est tout, c'est dans la durée, ça ne se voit pas. Donc, je crois qu'il y a une fécondité à cette pensée de la transformation silencieuse, et elle me paraît importante pour comprendre ce qui est l'évolution de la Chine aujourd'hui. D'abord, je remarquerai que dans la façon même que nous avons aujourd'hui d'écrire l'histoire en Europe, je pense notamment à la grande tradition de l'école des Annales, et l'école de Brodel, nous avions une façon beaucoup plus événementielle de concevoir l'histoire précédemment. L'histoire de France, on le racontait en date, en événements, en guerre, en traité, en roi qui monte sur le trône ou qui en descendent. Bref, ce qui fait date. Et on s'est rendu compte finalement que non, l'histoire, c'est pas seulement ça, ou c'est même pas vraiment ça. Que quand Brodel écrit, disons, sur l'avènement du capitalisme en Europe, eh ben, c'est une transformation silencieuse. Il n'y a pas de date, il n'y a rien de localisable, c'est du global, c'est du continu, c'est une infinité de facteurs en relation entre eux. Donc ça ne se voit pas, mais on voit les résultats quand, disons, la révolution industrielle et capitaliste est advenue. Donc je vois que nous avons cette réflexion-là récemment dans la pensée européenne, alors qu'elle correspond à une réflexion chinoise classique qu'on voit notamment à l'œuvre dans la façon dont les Chinois ont conçu leur historiographie. Mais si je me tourne maintenant vers la Chine d'aujourd'hui, je dirais qu'en prenant un peu la suite de ce qui a été dit en commençant, qu'au fond, ce qui s'est passé depuis 1976 me semble ressembler de très près à une transformation silencieuse, effectivement. Et je dirais comme ça que Deng Xiaoping est le grand transformateur silencieux de la Chine. Vous savez, on l'appelle le petit timonier. Le petit timonier face, en différence avec le grand timonier. Et si l'on prend effectivement la Chine en 1976, on voit bien une Chine qui est dans une difficulté historique majeure. Et si l'on compare l'évolution de la Chine à celle de l'URSS devenant Russie, on voit ce qui fait différence. C'est que du point de vue de l'URSS, et en général des régimes communistes, ils n'ont pu, disons, changer que par révolution interne, c'est-à-dire par rupture dans leur propre histoire. Du côté soviétique, on le sait bien, le 20e congrès, et puis la décrochevisation, la perestroïka, etc., etc. Rupture, 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 même si, bien sûr, par-dessous, la continuité ne cesse de travailler. Si je me tourne du côté, et je sais bien que les partis communistes aujourd'hui, soit sont, ont abandonné leur structure, soit sont momifiés. Je crois que la Chine présente un cas à part, et qui est important. Puisque du côté chinois, on a affaire à une transformation. Le Parti communiste reste au pouvoir, mais il s'est transformé. L'institution, si j'ose dire, les rouages politiques chinois se sont maintenus, mais en se transformant. Même, voyez, le sens le symbole, plutôt, de ce que représente Mao aujourd'hui en Chine, s'est transformé. Ce n'est plus le Mao leader du tiers-monde, c'est plus Mao, disons, figure de la révolution, c'est le Mao fondateur d'empire. Mais il y a transformation. Et la figure reste comme ça, dans son importance, même si le sens s'en est progressivement modifié. Et quand je dis progressivement, c'est-à-dire sans que ce soit annoncé, dans une sorte de transformation continue, graduelle, globale, qui fait qu'il n'y a pas de coupure, marquée. Il me semble donc que c'est cela à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu cette transformation progressive, silencieuse, sans rupture importante. Vous voyez par exemple le Parti communiste chinois qui s'est transformé. Il s'est transformé parce que en 1976, c'était un parti de vétérans de la longue marche, de révolutionnaires, de doctrine, doctrinaires. Alors que maintenant, nous avons des administrateurs, nous avons au fond des gestionnaires qui tous sont allés dans les universités étrangères,
qui donc ont appris nos modes de travail, et notamment de planification, notamment de modélisation, et qui, disons, n'ont plus rien à voir, en fait, avec les idéologues de naguère. Transformation silencieuse. Et je crois que nous sommes au moment, aujourd'hui, où cette transformation silencieuse a produit tellement d'effets que nous la voyons maintenant paraître, n'est-ce pas ? Que nous voyons le résultat, ou si j'ose dire, le blé mûr, c'est-à-dire ce potentiel de situation qui s'impose et qui alors provoque en Europe une sorte d'étonnement, voire d'apeurement, alors qu'il s'agit en fait d'une transformation dont on peut très bien suivre la progression. Je voudrais par rapport à cela en tirer quelques remarques non pas de conclusion parce que le sujet est vraiment trop vaste, mais disons de réflexion. D'abord, pour ce qui est de la gestion en Chine, il me semble que débarquer en Chine avec seulement des plans en tête n'est pas très opportun. Je pense qu'il faut mieux commencer à débarquer en prenant pied, en commençant à se créer un peu de potentiel, c'est-à-dire commencer à faire des choses, s'y faire reconnaître, commencer à engager du processus, bref, commencer à nouer ce qu'on appelle en choix des termes d'amitié, hein, c'est-à-dire au fond commencer à paraître fiable et que progressivement des choses puissent être nouées. Vous savez ce qu'on appelle, on me dit souvent, mais nos interlocuteurs chinois ne sont pas suffisamment sincères et cela crée une difficulté dans notre rapport entre partenaires. Je réponds, qu'appelons-nous sincérité, ou plutôt ne faut-il pas réfléchir à nos propres notions ? Il me semble qu'en Chine, il ne s'agit pas seulement, ou peut-être moins, de dire ce qu'on pense que de tenir ce qu'on dit. C'est ça, être fiable. Et à cette sorte de grand mythe de la sincérité, tel que l'Europe l'a promu, et qui est d'ailleurs magnifique, je mettrai en regard cette capacité à créer de la fiabilité. Et la fiabilité, c'est justement ça. C'est une sorte de transformation silencieuse, progressive, qui fait que, eh bien, progressivement, on n'a même plus besoin de signer des contrats. Il y a une sorte de complicité, de connivence, quelque chose qui devient facile, qui n'est plus héroïque, et qui fait que cela peut advenir sans forcer. Mais je crois qu'il y a autre chose à prendre en compte, qui est qu'il me semble qu'une des grandes ressources de la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle dispose des deux registres. Nos amis chinois ont appris à faire comme nous. Ils ont appris à modéliser. Ils ont appris à planifier. Parce qu'évidemment, la Chine, quand elle a été, conquise par la science européenne, a dû emprunter à l'Europe. Ça s'est fait, vous le savez, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe. La Chine a emprunté le modèle scientifique européen, cette nouvelle science, qui n'était advenue qu'en Europe, la physique causaliste, mécaniste, newtonienne, et puis, et ses effets évidemment techniques, et puis elle a emprunté un modèle du politique. Un modèle du politique qui était le modèle de la révolution. Puisqu'il n'y a pas dans la pensée chinoise de pensée de la révolution. On n'a que des transformations. Et le mot qui a servi à traduire révolution en chinois, Ge-Ming, coupure du mandat, n'est pas du tout la révolution au sens où nous l'avons conçue en Europe, à savoir, eh bien justement, modéliser, c'est-à-dire tracer une forme idéale de nos rapports politiques et sociaux pour ensuite l'appliquer, quitte à ce que ce soit par la force ou la violence, et l'imposer. Non. Vous savez bien qu'en Chine, quand une dynastie sombrait, on l'a, remplacée par une autre, mais qui refaisait la même chose, qui restaurait les rites, qui restaurait la morale, bref, qui reprenait les choses comme avant, et qui rétablissait la grande régulation du monde. Donc la Chine a emprunté à l'Occident une modélisation scientifique, une modélisation politique. Mao a été le grand adaptateur de la transformation, de la modélisation européenne politique, de la révolution à la réalité sociale de la Chine, pays de paysans. Et donc, quand nous... Aujourd'hui, nous gérons des relations, des situations avec nos amis chinois, nous nous rendons compte qu'ils savent faire comme nous. La question, c'est est-ce que nous savons faire comme eux ? Et il me semble qu'il y a une certaine dissymétrie aujourd'hui entre les deux côtés. C'est-à-dire qu'au fond, nos amis chinois savent modéliser comme nous, mais nous ne savons peut-être pas percevoir et gérer les transformations silencieuses. D'où une certaine dissymétrie et donc aussi un certain désavantage.
Ce qui me fait penser que comment concevoir aujourd'hui le rapport des cultures entre Chine et Occident? Il y a un terme que je n'ai pas employé en évoquant cette question, qui est celui de différence. Parce que je ne crois pas qu'on puisse parler du rapport des cultures en termes de différence. Plutôt, je trouve ça inintéressant et de peu de profit. Parce que différence renvoie à identité. Et qu'une culture ne peut pas se cerner du point de vue d'une identité. Et là, j'insiste là-dessus parce que rien n'est pire à mon sens que tout ce qui serait une sorte de simplification ou de schématisation de la pensée chinoise ou de la pensée européenne qui tendrait à en faire une sorte de monde, n'est-ce pas? Monde de la pensée chinoise, monde de la pensée européenne, comme des mondes clos, et qui auraient chacun leur identité propre. Non, toute culture ne cesse de se transformer. Toute culture ne cesse d'être en variation. Donc je ne crois pas qu'on puisse aborder la question culturelle du point de vue de l'identité, encore moins de l'identitaire. Et donc je ne pense pas que la notion de différence soit vraiment opportune. Je parlerai plutôt d'écart. Et il me semble qu'il y a effectivement des écarts entre pensée chinoise et pensée européenne. L'écart étant ce qui nous fait paraître d'autres possibles de la pensée. Et donc faisant apparaître les cultures non pas comme des spécificités liées à des identités, mais les cultures étant comme des ressources, comme des fécondités. Je pense que la pensée grecque n'a cessé de développer des ressources comme celle de la modélisation, et dont on voit notamment l'effet dans l'invention de la science, cette modélisation qui, de Platon à Archimède, d'Archimède à Galilée, a permis effectivement d'élaborer, d'inventer une forme de science dont on voit aujourd'hui, dont tout le monde, disons, contemporain, connaît les effets. Mais je crois qu'il y a d'autres ressources possibles, et que s'intéresser à la pensée chinoise, c'est justement être sensible à d'autres ressources possibles de la pensée. Donc faire travailler ces écarts, c'est justement valoriser ces ressources d'intelligibilité. Et c'est là-dessus, puisque je vois qu'on me fait signe qu'il est le temps de finir, je voudrais conclure là-dessus, c'est-à-dire ne pas conclure, c'est-à-dire justement attirer votre attention sur ce qui me paraît un danger. Ce serait de traiter la Chine en termes du même ou de l'autre, n'est-ce pas, d'enfermer la Chine dans une spécificité, ou de la ramener à un tout commun, tout est pareil, tout se ressemble. Je crois qu'il faut éviter deux choses aujourd'hui. Ce que j'appellerais d'un côté l'universalisme facile, et de l'autre le relativisme paresseux. L'universalisme facile qui projette sa vision du monde sur le reste du monde en pensant qu'elle va de soi, sans donc la réinterroger, qui est une sorte d'humanisme un peu mou, qui croit qu'il possède d'emblée l'universalité. Et puis on regarde, on sait bien ce qu'il y a. Il y a la tentation culturaliste, où chaque culture se referme dans sa spécificité, en croyant, disons, posséder une identité. Personnellement, j'invite à se défier et de l'un et de l'autre, et à considérer la diversité des cultures comme autant de ressources à exploiter. Et je pense que c'est la chance même de notre génération que de pouvoir, pour la première fois, circuler entre des cultures diverses de façon à exploiter, c'est-à-dire à tirer parti de leurs ressources. Parce qu'il y a un plan commun qui est celui de l'intelligible. Je pense que tout ce qu'on lit dans la pensée chinoise est intelligible. C'est pour ça que je récuse toute façon de concevoir la pensée chinoise sur le mode du mystique ou sur le mode de l'irrationnel. Parce que le mystique et l'irrationnel, ce sont des choses européennes. Et quand vous pensez la culture chinoise en termes de mystique et d'irrationnel, vous ne faites que renverser vos propres catégories, donc vous restez chez vous. Je crois qu'au contraire, il faut, et c'est ça qui est intéressant quand on entre dans la pensée chinoise, c'est qu'on est amené à décatégoriser pour recatégoriser. C'est-à-dire, on est amené à remettre sa raison en chantier. On est amené à réinterroger les partis pris implicites de notre raison, non pas pour y renoncer, mais pour la réactiver, pour lui ouvrir de nouvelles possibilités. Et je crois qu'effectivement, face à ce qu'on présente souvent comme étant une menace de la mondialisation, je vous dirais que la mondialisation a commencé non pas il y a 20 ans, mais elle a commencé à la fin du XIXe siècle, en tant que mondialisation théorique, quand les dernières grandes cultures,
comme la chinoise, sont passées sous les catégories européennes. C'est là qu'a commencé la mondialisation. Mais est-ce que les catégories européennes suffisent à rendre compte de toute la diversité culturelle du monde? Certainement pas. Et donc il me semble qu'il y a une chance, ce serait le revers, disons, de ce que la mondialisation peut présenter d'inquiétant, ce serait de considérer que justement nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir circuler entre des intelligibilités diverses, de façon à en tirer parti, comme entre modélisation et maturation. Je pense qu'un bon stratège, au fond, fait les deux. À la fois, il planifie les zones des buts, et en même temps, il fait mûrir de façon à tirer parti de la situation. Il s'agit pour moi que d'un exemple, pour montrer qu'au fond, nous avons une chance aujourd'hui, qui est de remettre en chantier notre intelligence. Je vous remercie de votre patience. Merci, Monsieur Julien Chiechini, comme on dit là-bas. Merci pour cette présentation qui nous permet de mieux cerner l'efficacité des deux côtés de la route de la soie. Si certains, pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir ce thème-là, il est très développé dans l'ouvrage de Monsieur Julien qui s'intitule « Traité de l'efficacité », ainsi que dans un certain nombre d'ouvrages dont vous retrouverez la liste exhaustive sur le blog Central Marseille consacré à la manifestation, ainsi que dans la documentation que vous avez reçue. Donc je passe maintenant la parole à Éric Vandeval pour la suite de notre colloque.